Avec nous pour ce club, Lou Fritel. Bonjour Lou. Merci d'être là, journaliste politique à Paris Match. Et Benjamin Morel, constitutionnaliste. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien. Bon, super. On va parler avec vous de plusieurs sujets. D'abord de la question de la fin de vie. Les députés ont entamé hier l'examen des textes sur les soins palliatifs, sur l'aide à mourir. Un texte beaucoup plus clivant. Il divise au sein même du socle commun. Peut-il passer l'obstacle du Parlement? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis on parlera évidemment d'Emmanuel Macron ce soir sur TF1. Peut-il reprendre la main sur le plan national? Sur quel sujet les Français peuvent-ils être consultés par référendum? On aura évidemment l'avis du constitutionnalisme. Benjamin, Alex, on verra avec vous quelles sont les pistes. Oui, plusieurs pistes. Réorganisation territoriale, service civique renforcé ou alors un référendum pour trancher la question de la fin de vie. Toutes ces questions sont sur la table du président de la République. On en parle dans quelques instants. D'abord, c'est l'actualité dans nos régions. On va parler des municipales. Et l'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va parler des municipales. C'est dans moins d'un an. Maintenant, on va aller à Montpellier. On retrouve Vincent Coste, journaliste au Midi Libre. Et Vincent, vous allez nous faire le point justement sur la situation politique à Montpellier. Bonjour. Nous nous intéressons aujourd'hui aux élections municipales de Montpellier avec cette question évidente. Qui succédera à l'actuel maire de Montpellier, le socialiste Mickaël Delafosse, élu il y a 6 ans dans le cadre d'une triangulaire au second tour, notamment contre le maire sortant Philippe Sorel, avec 47% des voix. S'il ne s'est pour l'instant pas encore déclaré, il semble à peu près acquis que Mickaël Delafosse sera candidat à sa propre succession, avec une liste composée de diverses personnalités venues de divers horizons de la gauche, comme cela avait déjà été le cas il y a 6 ans, avec notamment des écologistes que l'on devrait d'ailleurs retrouver sur plusieurs listes, tant leur tendance font que certains partiront peut-être avec Mickaël Delafosse, d'autres partiront sur d'autres listes. Ce n'est pas encore complètement acté, mais ils pourraient partir notamment sur une autre liste de gauche, puisque la France Insoumise a ciblé Montpellier. En effet, Montpellier fait partie des villes que la France Insoumise a ciblées comme possible ville de conquête, même si la ville est déjà à gauche. Une liste de la France Insoumise devrait être donc présente à ces élections 2026, menée par la députée de Montpellier, la députée de l'Hérault, Nathalie Osiol, même si d'autres candidats à la candidature sont possibles sur Montpellier pour la France Insoumise et que rien n'est encore définitivement acté, ce qui est vrai pour de nombreuses formations. Le chef d'entreprise Moued Atletrat, par ailleurs président du club de rugby de Montpellier, lui-même candidat il y a 6 ans également. Enfin, il y aura, et là la liste est évidemment non exhaustive, on parle des principales listes des principaux candidats, le Rassemblement national, même si historiquement il ne réussit pas des scores impressionnants sur la ville de Montpellier, mais le Rassemblement national devrait être également candidat à cette élection municipale de 2026 et le Rassemblement national devrait avoir un candidat, bien sûr, à Montpellier pour cette élection municipale 2026, élection municipale pour laquelle le maire élu sera élu pour 6 ou 7 ans. Ça, on ne le sait pas encore. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore tranché cette question. Merci beaucoup Vincent Coste sur ce point sur la situation politique à Montpellier pour les municipales à moins d'un an du scrutin. On parle beaucoup, et de plus en plus d'ailleurs, Benjamin, des divisions de la gauche. Là, on le voit, à Montpellier, on a un maire socialiste sortant qui devrait se retrouver face à une candidature de la France Insoumise. Oui, et ça va probablement préfigurer ce qui va se passer dans d'autres grandes villes. Pour les Insoumis, il y a la nécessité de 2 choses. D'abord, d'être plus présent sur le territoire. Jusqu'à présent, c'était un parti qui n'avait aucune stratégie d'ancrage. Aujourd'hui, il en a une, même si elle est résiduelle par rapport à d'autres formations politiques. L'autre élément, c'est de montrer qu'un PS seul n'est pas capable de l'emporter. Et que donc, ce faisant, en vue de 2027, qui est quand même la priorité pour Jean-Luc Mélenchon,
Il s'agit de montrer que si ces élections municipales se passent mal pour le PS, si Montpellier tombe, si Nantes tombe, si Rennes tombe, si Lille tombe, eh bien ça montrera qu'au fond, une dynamique PS apparaît comme étant une dynamique, voire même une dynamique sans LFI, apparaît comme une dynamique de toute façon impossible à mener au bout dans une élection présidentielle, et que donc on ne pourrait pas faire sans les Insoumis, voire même que les Insoumis devraient être au centre demain d'une union de la gauche. La force du PS, c'est aujourd'hui d'abord et avant tout son corps d'élus locaux. Si jamais c'est fragilisé, ça posera des questions à la direction, quelle qu'elle soit. Donc on voit que pour la gauche, ces élections municipales, c'est un peu le test et c'est la dernière marche pour savoir quels seront les rapports de force avant 2027. Est-ce que les Insoumis, à défaut peut-être de pouvoir gagner de grandes villes, ils sont en tout cas en mesure de les faire perdre à la gauche et de les faire perdre au PS ? Si jamais le PS emporte des villes, ou au moins s'il n'en perd pas, que dira-t-on le lendemain des municipales ? On dira, regardez, le Parti socialiste est de retour, le Parti socialiste peut représenter demain une force d'alternance, et ça c'est ce que Jean-Luc Mélenchon veut éviter, parce que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être assez fort 6 mois avant une élection présidentielle pour dire, regardez, je suis la seule alternative crédible à gauche, et donc parier sur le vote utile. Donc il faut éviter une dynamique socialiste, et dans ce cadre-là, les élections municipales pourraient être soit le tremplin, soit au contraire le tombeau d'une dynamique. Et ça, aux Insoumis, ils en sont assez bien conscients. Ouais, Lou, ce sera un test, ces municipales 2026, en vue de 2027, sur la stratégie de la gauche. Est-ce que oui ou non, le PS peut se passer des Insoumis ? Oui, mais souvenez-vous, il y a 5 ans, les partis traditionnels avaient quand même fait de beaux scores. LR et le PS, on avait parlé d'un retour en force, y compris au régional. Il faut savoir que pendant les élections locales, ce sont ces partis-là qui gagnent, parce qu'effectivement, ils ont une implantation locale qui est très importante. Mais quand on est en dynamique nationale, ce sont les partis comme Renaissance, LFI, Rassemblement National qui percent. Donc en l'occurrence, ce ne sera pas, selon moi, même si le PS fait un bon score ou conserve beaucoup de villes, ou même en gagne, ce ne sera pas non plus déterminant dans la constitution des futures alliances durant la présidentielle ou post-présidentielle. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les agissements de LFI donnent aussi du crédit à Olivier Faure. C'est-à-dire qu'Olivier Faure, en perspective du Congrès, essayait de vendre à ses ouailles l'idée d'une grande alliance pour les municipales avec LFI et d'autres, en disant: en vérité, si LFI n'est pas avec nous, ils vont être facteurs de déstabilisation. Ils ont une capacité de nuisance absolument incroyable. Donc si LFI réussit à faire perdre à la gauche, en tout cas au PS, certaines villes, effectivement, Olivier Faure ressortira paradoxalement renforcé de cette séquence. Benjamin ? Oui, il faut bien comprendre que l'électorat de gauche est un électorat très unitaire. Et donc, il vote là où il pense que la victoire est. Et là, l'important est d'une certaine façon pas le nombre d'élus que vous aurez au lendemain des municipales. L'important, ce sera la récit qu'on en fera. Regardez les dernières municipales, on dit les Verts ont gagné. Les Verts ont gagné quelques grandes villes. Mais fondamentalement, le paysage politique, c'est LR et le PS. Si demain des grandes villes PS tombent, ça donnera le sentiment que le PS ne peut pas gagner. Et si le PS ne peut pas gagner, qui peut gagner ? La réponse de Jean-Luc Mélenchon, c'est uniquement Jean-Luc Mélenchon. Et donc dans ce cadre-là, je suis d'accord avec Lou, mais il ne faut pas faire la liste du nombre d'élus. Il faut faire vraiment la liste telle qu'elle sera perçue par cet électorat. Et cet électorat, il va au secours de la victoire. Il y a été en 2017, il y a été en 2022. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y aille à nouveau derrière lui en 2027. On va parler d'Emmanuel Macron, 2h30 pour s'adresser aux Français. Le chef de l'État sera ce soir sur TF1 pour évoquer différents sujets internationaux, nationaux. Et le président pourrait bien abattre la carte du référendum. Cécile Sixou. Il sera immergé dans 100 mètres carrés d'écran pendant 2h30. Demain soir, Emmanuel Macron va tenter, 2 ans avant la fin de son mandat, une opération séduction auprès des Français. Sur la forme, pas d'interview traditionnelle avec des journalistes ou d'allocution. Emmanuel Macron va d'abord débattre avec des personnalités. Des confrontations de 15 minutes avec Sophie Binet sur les retraites, Salomé Saké sur la jeunesse ou encore Robert Ménard qui lui posera des questions en tant que maire sur la sécurité. Moi, je ne vais pas parler de grands débats. Je vais essayer d'obtenir des réponses à des questions précises. Enfin, par exemple, sur le pouvoir des polices municipales. On vient de parler des rodéos urbains. Mais je veux dire, il faut donner plus de pouvoir. Alors, je vais lui demander des choses hyper précises sur toutes ces questions. Il sera également interpellé en visio par le youtubeur Thibaut InShape, mais aussi le journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot sur la fin de vie, et devrait répondre directement aux questions des Français. Mais là où le chef de l'État est très attendu, c'est sur l'annonce d'un référendum. Temps d'écran, réforme territoriale, fin de vie ou encore immigration.
Le RN attend de voir quelle thématique va proposer le chef de l'État. J'ai entendu parler de potentiels référendums. Ce n'est pas la première fois que le président de la République nous en annonce. Il nous en annonce tous les ans depuis 2017. Et je pense que ce sujet doit être extrêmement pris au sérieux. Je l'appelle à organiser un référendum sur l'immigration. L'immigration n'est ni un totem, ni un tabou, et encore moins une fatalité. Et les Français doivent maintenant reprendre le contrôle du pays. Une émission tournée vers les Français où Emmanuel Macron, très présent sur l'international, veut certainement montrer qu'il reste incontournable sur la scène nationale, et cela jusqu'au bout de son mandat. C'est ça l'objectif, Lou, pour Emmanuel Macron ce soir, c'est de montrer qu'il reste incontournable sur la scène nationale. Est-ce qu'il peut reprendre la main avec cette émission ? Est-ce qu'il peut reprendre la main ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la séquence internationale l'a replacé un peu au centre du jeu et que de l'autre côté, vous avez un Premier ministre qui aujourd'hui est assez affaibli, notamment à cause des affaires Bétarab, mais aussi, il est aussi concerné en tant que père. Il s'est aperçu que sa fille était aussi concernée et elle-même a certains problèmes de santé. Donc, effectivement, vous avez un Premier ministre affaibli avec un président de la République qui tente de reprendre la main et qui s'offre une sorte d'ego trip quand même en étant interrogé pendant, on imagine, plusieurs heures. Par des personnalités, pas par des journalistes généralistes. Nous verrons ce qu'il en sort. Mais c'est vrai qu'on parle de référendum depuis tellement d'années et on en a aussi parlé lors de la dernière allocution de Noël. Je ne suis pas certaine qu'il en soit question à la fin. Pour vous, il peut ne pas annoncer de référendum ? C'est un sujet qui fait traîner ? C'est un sujet qui traîne depuis tellement d'années. C'est un sujet qui en fait, quand il disait oui, j'appellerai les Français à se prononcer cette année, il n'a jamais parlé de référendum en soi. Et plusieurs personnes dans la classe politique, y compris parmi ses proches, l'avaient souligné. Et c'est quelque chose c'est important les mots qui sont employés par Emmanuel Macron, d'autant plus quand on sait qu'il avait rejeté toute idée de dissolution de l'Assemblée nationale quelques mois avant de le faire. Donc je suis pas. Alors, on sera sans doute démenti. Je serai peut-être démenti là d'ici quelques heures. Mais je pense qu'il faut vraiment pas mettre la charrue avant les bœufs. Benjamin, est-ce que c'est vrai que là on l'attend principalement sur cette question du référendum, Lou le rappelait, il en parle depuis ses vœux du 31 décembre. Est-ce qu'il y aura un effet déceptif si toutefois il ne prononce pas ce mot ? Alors, probablement, mais en même temps, cet effet déceptif, il sera probablement très limité parce que les grands sujets qui sont les sujets structurants dans l'opinion, la dette, la question de l'immigration, la question des retraites, ne sont a priori pas des sujets de référendum pour lui. Et donc, est-ce que les Français seraient fondamentalement déçus au mois de septembre de ne pas voter sur les écrans ou l'organisation territoriale ? J'ai des doutes. Juste les sujets que vous citez, l'immigration, la dette, c'est pas des sujets de référendum pour lui politiquement parce que c'est risqué, ou le constitutionnaliste que vous êtes dit ça peut pas être des sujets de référendum, la Constitution l'en empêche. Alors, l'immigration, c'est pas un thème, c'est pas un domaine de la loi, c'est un thème. Et donc il y a des éléments sur l'immigration économique qu'on pourrait éventuellement faire passer par référendum. Et ce serait très limité. Sur l'immigration économique, la ME, si on pourrait. En revanche, sur les questions relatives aux finances publiques, là c'est très borné également. Même loi de programmation telle que l'envisage François Bayrou, ça ne serait pas non plus tout à fait vraiment possible. La question de la fin de vie, on a des doutes. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui pourraient être sujets à interprétation, sachant que Laurent Fabius avait une ligne très dure et que Richard Ferrand, lors de ses auditions, semble avoir une ligne un peu plus souple. Après, ce ne sera pas forcément un vrai référendum. Ce qui tourne visiblement, c'est que ce ne serait pas tant un référendum article 11, mais plutôt une consultation. Dans ce cadre-là, on est dans un cadre complètement ad hoc, pas prévu par la Constitution, avec un questionnaire à choix multiples. Ça, c'est jamais arrivé ? Ça, c'est jamais arrivé et il n'y a aucune loi pour l'encadrer. Donc, si on le fait, il serait bon, d'un point de vue juridique, d'avoir une loi pour l'encadrer, parce que sinon, ça veut dire que les maires ne seraient pas contraints légalement de sortir les urnes. Et sans doute, certains boycotteraient. Mais si on organise ça, l'avantage, c'est qu'on peut tout poser. On peut poser la question de l'immigration, des finances publiques, de la cueillette des fraises, de la 6ème République. Ouais. Là, il n'y a plus d'article 11 qui tient. Il n'y a plus d'article 11 parce que c'est hors Constitution. Le désavantage, en revanche, c'est que ça ne peut être que consultatif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas passer un projet de loi. Un référendum, c'est quoi ? C'est pas une question, c'est un projet de loi qu'on soumet à référendum. La consultation qui sera envisagée, c'est des questions. Êtes-vous pour ou contre la fin de vie ? Enfin, la loi sur la fin de vie. Mais in fine, si jamais il y a un oui, ça n'aura de réalité juridique qu'à condition que le Parlement s'en saisisse et vote une loi derrière. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un débat sur est-ce que ce référendum va court-circuiter le Parlement. Vous dites, si c'est un vrai référendum, de toute façon, on ne peut pas court-circuiter le Parlement. Alors, si c'est un vrai référendum, malgré tout, si on court-circuite le Parlement, admettons la loi fin de vie.
La loi qui actuellement est en débat au Parlement, si Emmanuel Macron dit elle vient de sortir de l'Assemblée nationale, je la reprends, je la soumets à référendum, il n'y a plus d'examen ici, il n'y a plus d'examen au Sénat. Et à ce moment-là, si le oui l'emporte, la loi telle qu'elle a été soumise à référendum, ça pourrait également être une autre mouture, se retrouverait à ce moment-là promulguée. Donc c'est une loi mais qui n'est pas obligée d'être votée par les deux chambres. Exactement. Elle doit être votée par une des deux. Même pas. Vous avez juste la nécessité d'avoir un projet de loi. Si François Bayrou et son gouvernement déposent un projet de loi, ça peut être soumis à référendum dès le moment où ça sort du Conseil des ministres, ou plus tardivement, si on le veut, jusqu'à ce que la loi soit promulguée après un examen parlementaire. Donc il y a tout à fait une possibilité. Une consultation, en revanche, comme on l'évoquait, là, c'est pas du tout un projet de loi, c'est une question. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait légalement. On parlait de l'organisation territoriale. Région, département, commune, tout est dans la Constitution. Les intercos, c'est dans la jurisprudence du Conseil constitue. Vous avez une consultation pour dire on supprime un échelon, très bien, mais ça n'a aucune valeur juridique. On fait quoi derrière ? Ça implique une révision constitutionnelle pour supprimer un échelon de collectivité. Vous comprenez bien qu'il y a loin d'avoir une majorité au Sénat pour supprimer le département ou la région. Donc à partir de là, le gros risque déceptif, c'est qu'on ait des consultations et rien qui se passe derrière. Et justement, Alex, on va voir avec vous les pistes de référendum. Oui, puisque le président de la République pourrait effectivement poser plusieurs questions aux Français et plusieurs sujets sont sur la table du président de la République. D'abord, vous en parliez Benjamin, une réorganisation territoriale pour réformer le millefeuille et les compétences des collectivités locales. Alors ce n'est pas la première préoccupation des Français, c'est un sujet en revanche qui intéresse beaucoup les élus locaux. On va regarder ce qu'en pense l'un des dirigeants de l'Association des maires de France, le socialiste André Léniel. Si ce référendum porte sur les moyens, sur les compétences, sur la liberté des collectivités territoriales, nous pouvons le regarder avec intérêt. Si c'est simplement pour faire une nouvelle réforme administrative sans véritable lien avec ce qui se passe sur nos territoires, bien entendu, ça n'a pas de sens. Voilà André Léniel qui a été interrogé la semaine dernière dans cette émission. Autre débat que le président de la République pourrait choisir de vouloir trancher par référendum, la fin de vie et la création d'un droit à l'aide active à mourir. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait déjà organisé une convention citoyenne sur le sujet. Le seul problème, c'est que les députés ont commencé hier l'examen des 2 propositions de loi issues de ces travaux et l'annonce d'un référendum serait vue comme un contournement du travail du Parlement et certains ministres critiquent déjà cette option. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Je pense que sur des sujets de société, la démocratie parlementaire, où on est capable d'aborder un sujet avec nuance, est plus à même de répondre que la réponse par un oui ou par un non. Et puis autre piste sérieuse envisagée par l'Élysée, un référendum autour des questions de défense. Les Français pourraient être consultés sur la création d'un service civique et militaire volontaire, une sorte de service national universel renforcé. C'est un format qui est examiné par le président de la République depuis le désengagement américain en Ukraine et la nécessité de réarmer sur le plan militaire l'Europe. En tout cas, on précise qu'Emmanuel Macron a dit qu'il était opposé à un retour du service militaire obligatoire. Et puis, enfin, on peut parler des fausses pistes de référendum que le président de la République ne devrait pas retenir. Un référendum sur le prochain budget, comme l'a proposé le Premier ministre François Bayrou. Le budget, c'est un sujet qui est compliqué à traiter en une question et l'examen budgétaire relève des missions constitutionnelles du Parlement. Et puis, on parlait aussi il y a quelques mois d'un référendum sur l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes. C'était une piste un temps envisagée par l'Élysée, mais on se souvient quand même que ces dernières semaines, le président de la République a expliqué que ce sujet des écrans relevait d'abord de l'Union européenne, puisque c'est Bruxelles qui réglemente et décide d'obligations à imposer aux plateformes numériques américaines notamment. Merci Alex, on le voit, Lou, les pistes elles sont nombreuses, le risque politique il est grand pour Emmanuel Macron. Alors, c'est vrai que sur toutes ces pistes, bizarrement, celle qui me paraîtrait la moins farfelue, ce serait sur la fin de vie, dans la mesure où, effectivement, ça a peu de... Enfin, il y a une vraie chance pour que ça ne passe pas le Parlement. C'est-à-dire que la plupart des groupes ont décidé d'une autonomie de vote, d'une liberté de vote. Mais quand vous faites les comptes, vous vous rendez compte que la plupart, quand même, voteraient... Enfin, en tout cas, par exemple, au Rassemblement national, les 2/3 voteraient contre. C'est quand même un énorme groupe. Avec les alliés socialistes, c'est plus de 140 députés, c'est beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il y a ce risque-là. Et donc, court-circuiter le Parlement, effectivement, c'est pas très élégant, mais au moins, ça permettrait pour Emmanuel Macron de faire aboutir
aboutir ce projet qui lui tient à cœur. Hein. C'est quand même lui qui l'a mis au cœur de l'actualité et qui a demandé une convention citoyenne sur la question. Mais est-ce que là, il n'y a pas un risque politique de froisser François Bayrou, Bruno Retailleau, qui il y a un risque politique de froisser tout le monde, mais vous êtes à quasiment 1 an et demi, non 2 ans encore, pardon, de l'échéance présidentielle, avec des municipales au milieu, dans une situation quand même assez compliquée, avec des groupes qui s'écharpent entre eux. Donc c'est vrai que si vous les froissez, vous n'êtes pas non plus le premier à le faire. Vous ne serez pas en première ligne en réalité. Et puis c'est le dernier petit pouvoir du président de la République, qui quand même est très en retrait quand même. Moi je parle de temps en temps avec ses troupes, même ses plus proches, qui disent que oui, Macron c'est fini pour l'instant. Donc il y a ce risque-là, il en a parfaitement conscience. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de sujets qui peuvent être abordés, plus il y en a, plus il y a un risque déceptif. Ça, c'est vraiment certain. Et c'est souvent ce qui a été le cas ces dernières années, notamment depuis 2022 avec Emmanuel Macron. Il abordait et il jetait dans le débat public énormément de sujets, énormément de dossiers sur lesquels il voulait avancer, mais pour finalement que la parole ne soit pas vraiment suivie en actes. Donc nous verrons. Alors les consulistes sont ravis, hein, c'est le marché de Noël des référendums, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a 2 risques majeurs. C'est-à-dire que le premier risque majeur, c'est que si vous faites un référendum sur des sujets qui ne sont pas la priorité des Français et que vous avez 20% de participation, qui plus est des gens qui vous en veulent, la plupart du temps, qui ne viendront pas voter sur les écrans ou l'organisation territoriale, mais essentiellement contre vous, il y a un risque d'effet plébiscitaire. L'autre risque, qui est peut-être encore plus profond, si jamais vous avez des référendums qui sont des référendums clivants au sein de la majorité. Vous voyez, l'organisation territoriale, vous allez avoir une fronde des élus locaux et du Sénat. Or, qui a fait passer le budget la dernière fois? C'est cette maison. Et donc, si vous avez le Sénat et les élus locaux contre vous à 1 an d'une sénatoriale et à 6 mois d'une municipale, adieu budget. Si jamais vous faites des questions relatives au mode de scrutin à la fin de vie, là aussi, vous allez avoir des LR qui vont se tendre. Difficile de faire passer votre budget. Si vous avez un non au président, une majorité en capilotade, pas de budget, plus de Premier ministre, se repose une nouvelle question, c'est Emmanuel Macron n'est-il pas le point de blocage ? Est-ce que la démission ne serait pas la meilleure façon de sortir de la crise? Tout ce qu'Emmanuel Macron était parvenu à éteindre depuis quelques mois en se concentrant sur l'international et en laissant à François Bayrou une forme de panade interne qui va durer quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas de majorité, jusqu'en 2027. En se lançant dans cette aventure-là, il peut potentiellement fragiliser la stabilité du gouvernement et du pays et se remettre en première ligne dans ces affaires de démission. Vous voulez dire juste une chose sur les LR, je suis d'accord, mais il faut vraiment pas surestimer non plus leur capacité nuisante, parce qu'ils sont tenus quand même par une chose, c'est le principe de responsabilité qu'ils vendent à leurs électeurs, qu'ils veulent vraiment regagner, que beaucoup sont partis au Rassemblement national. Et d'ailleurs, les LR ont montré la motion de censure qui avait été votée à l'hiver dernier comme l'un des facteurs montrant qu'il fallait absolument que ces électeurs reviennent à eux, parce que le Rassemblement national n'était pas en capacité de gouverner. Donc c'est vrai que demain, même si ils sont froissés, il y aura quand même... Ils sont tenus par cette idée-là. Oui, mais on n'est pas il y a 6 mois. Et là, il y a 2 éléments très importants pour LR à considérer. Le premier élément, c'est qu'ils vont sortir de leur bataille interne. Et pour le vainqueur, il va falloir se positionner sur une ligne claire vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Le deuxième élément extrêmement important pour un parti d'élus, c'est les municipales. Or, s'il y a des élus qui râlent, s'il y a des maires qui disent « mais comment voulez-vous que moi je sois réélu avec le bilan d'Emmanuel Macron sur une élection municipale beaucoup plus nationalisée qu'en 2020 ?» Eh bien la pression va monter et dans ce cadre-là, je suis d'accord avec vous, il n'y aura pas de censure, mais en revanche, le budget adopté très gentiment par cette maison il y a 6 mois, eh bien, il va être beaucoup plus compliqué d'avoir un budget relativement consensuel qui pourra également passer à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, les LR sont un petit groupe, mais si la position ici est trop dure, il ne pourra pas y avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Idem d'ailleurs pour les socialistes, qui là se retrouveraient sur une motion de censure. RN plus socialiste égale vrai danger pour le gouvernement. Ils ne pourront pas se permettre la motion de censure de l'an dernier avec le retard qu'il y a eu, notamment pour les élus locaux. Actuellement, il n'y a pas de majorité pour le budget et une tension en la matière risque très clairement d'entraîner des nouvelles lois spéciales, un budget voté tardivement, voire pas de budget du tout, parce que le budget, si jamais il était voté tardivement, il arriverait quand ? Pendant les élections municipales. Vous voyez les socialistes ne pas voter une motion de censure en pleine élection municipale, ça va être compliqué. Donc là, priorité stabilité. Ouais, il y a un sujet de tension et de division au sein du socle commun, c'est la question de la fin de vie, où les députés, ils ont commencé hier en séance l'examen de ce texte, de ces textes, parce qu'il y a un texte qui est consensuel, c'est celui sur les soins palliatifs, il y a un texte beaucoup plus clivant, celui sur l'aide active à mourir. Est-ce que ça peut être un sujet de tension au sein du gouvernement ? Alors,
En vérité, c'est étrange, mais comme ça fait beaucoup de mois qu'on parle de ce sujet-là, et donc d'une certaine façon, tous les députés ont assimilé l'idée que ce serait vraiment un vote intime. Ça ne peut pas vraiment être un sujet de crispation parce que ça touche aux expériences de chacun, ça touche aux convictions de chacun. Et vous voyez d'ailleurs des votes contre à gauche, des votes pour à droite. Catherine Vautrin, par exemple, dans Le Parisien, explique qu'elle a été marquée par un malade de Charcot parmi ses proches. Donc ce ne sera pas un sujet de division et encore moins de rupture, selon moi. Benjamin ? Ça risque d'être très compliqué, alors je ne parle pas forcément du référendum, mais très compliqué en réalité à faire passer dans des termes qui soient des termes, je dirais, à peu près communs entre les deux chambres, tout bêtement parce que le Sénat là-dessus n'est pas aligné avec l'Assemblée nationale, que la CMP... Avec des positions différentes au sein même de la majorité sénatoriale. Il n'y a pas unanimité exactement. Chez les LR et chez les centristes non plus. Et donc à partir de là, le texte qui sortira de la CMP est assez imprévisible, et si la CMP n'est pas conclusive... L'accord entre députés et sénateurs. Le dernier mot à l'Assemblée nationale sur ce sujet m'apparaît très compliqué pour des raisons politiques, et comme l'a bien dit Lou, en fait, parce que c'est pas un texte qui donnerait lieu à une forme de clivage politique tout à fait clair. D'où l'idée que la consultation pourrait être une façon de pousser quelque peu les choses. Le problème, évidemment, c'est qu'en le faisant, vous faites pression sur les parlementaires, et en faisant pression sur les parlementaires, il n'est pas certain que ça les rende plus à même et plus en possibilité de faire passer le texte aux conditions qui seront les conditions présidentielles. C'est un texte en plus sur lequel il n'y a pas de procédure accélérée, donc la navette entre les deux chambres peut prendre du temps. Est-ce que c'est un texte là aussi que le gouvernement peut laisser traîner ? Il peut laisser traîner, tout à fait. Alors, on a un texte qui devrait, à minima, être adopté à l'automne, et il y a la possibilité, évidemment, de le pousser sur le printemps, etc. Donc là, on peut avoir... Et puis, même si on n'a pas de CMP conclusive au bout de la deuxième lecture, le dernier mot, vous savez, n'est pas automatique. On peut avoir une troisième lecture sur ce type de loi. Ça se fait de manière, pas régulière, mais en tout cas, ça se fait. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir un examen qui traîne pour arriver à trouver, je dirais, le bon point d'équilibre, parce que la grosse difficulté, on parlait référendum, etc. Oui, non, à la fin de vie, c'est pas le sujet, fondamentalement. C'est quelles modalités vont réellement être mises en place pour rendre la loi optimale. Et donc, l'idée d'en faire là-dessus un sujet de clivage est probablement une idée qui n'est pas une idée politiquement très porteuse et tombe un peu à côté du sujet. Et on verra bien sûr ce que dit ce soir Emmanuel Macron, qui sera interrogé à partir de 20h10 sur TF1. Emmanuel Macron, justement, il est à la une de nos journaux régionaux. On voit ça, Alex. Emmanuel Macron, le retour, c'est la une de la Dépêche du Midi. Oui, le chef de l'État qui entend revenir au premier plan de la scène politique nationale, alors qu'il était jusque-là retiré des affaires du pays depuis la dissolution et davantage mobilisé sur le plan international. Emmanuel Macron qui fait son retour devant les Français ce soir sur TF1 dans une émission. Il va débattre avec plusieurs personnalités et il pourrait annoncer un référendum ou une consultation à questions multiples sans choisir des sujets trop clivants et éviter que cette consultation ne se transforme en un vote pour ou contre le président de la République. Un procès qui vire en bagarre générale, c'est dans Sud-Ouest. Oui, bagarre générale au palais de justice, titre le journal Sud-Ouest. Hier, c'était le premier jour du procès de la fusillade mortelle du quartier des Aubiers à Bordeaux, qui avait coûté la vie en 2021 à Lionel 16, un jeune de 16 ans. 3 hommes originaires du quartier rival de Chantecry étaient jugés pour meurtre en bande organisée. Et à la fin de cette première journée d'audience, eh bien, des membres des deux quartiers se sont affrontés dans le palais, se distribuant coups et insultes. Les accusés se sont réfugiés dans la salle d'audience et ont été exfiltrés par une porte dérobée. Nous demandons que le procès se déroule dans la sérénité, ont réagi les parents de Lionel Sess. Le bien public se projette dans le futur et c'est inquiétant. Et effectivement, avec cette question, à quoi ressemblera une journée dans la ville de Dijon en août 2080 sous 52 degrés? C'est la question que s'est posée le bien public dans le cadre d'une série d'articles consacrés cette semaine au changement climatique. Et concrètement, eh bien, en août 2080, chaque Dijonnais aura un quota d'eau journalier à cause des réductions d'eau drastiques. Même l'eau du robinet au restaurant sera facturée, l'énergie sera hors de prix et les centrales nucléaires en surchauffe et donc souvent
arrêtés. Et puis la viande deviendra un véritable luxe car les élevages, notamment bovins, seront quasiment impossibles à maintenir à cause de la chaleur. Cette journée fictive de 2080, eh bien, elle a été imaginée par des scientifiques du CNRS, donc sur des bases très sérieuses. Allez, on termine par le Festival de Cannes, ça commence aujourd'hui. Oui, la Planète Cinéma débarque à Cannes, début de la compétition officielle du festival ce soir, un festival qui fait la part belle aux femmes, titre le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, puisque des femmes présideront les jurys des 4 compétitions du Festival de Cannes, dont l'actrice Juliette Binoche. Le premier long métrage d'Aurélie Bonin, Partir un jour, fait l'ouverture du festival. Le cinéma féminin qui est très présent cette année dans les secteurs parallèles, les compétitions parallèles, mais dans la course à la Palme d'Or, eh bien, seulement 7 films sur 22 sont l'œuvre de réalisatrices. Merci beaucoup Alex, merci d'avoir été avec nous. Lou, la une de Paris Match cette semaine, c'est la nostalgie Chirac. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire dans votre hebdo. Merci beaucoup Lou Fritel d'avoir été avec nous. Merci Benjamin Morel d'avoir été avec nous également. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On parlera évidemment très longuement de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir. Très bonne journée. À demain.